Ça, c'est mon petit café. Et en buvant mon petit café, j'aime plonger avec vous dans une affaire, dans une triste affaire, dans une sombre affaire. Alors, vous vous souvenez Oussama Hamar? Moi, j'aime beaucoup. Oussama, c'est un entrepreneur que je trouve inspirant. Regardez, si vous connaissez Quand pas, on c'est vient ça, de milieu Oussama. modeste, souvent, on a une sorte de barrière mentale. On n'arrive pas à casser le plafond de verre parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est possible de faire beaucoup plus gros. Mais n'oubliez pas, on apprend toujours par référence. Fréquenter des gens qui ont passé ces barrières-là. Ouais, donc aujourd'hui, ce discours, ça ressemble un peu, enfin, ça a l'air un peu, comment dire, passé de mode. Mais Oussama, c'est quelqu'un qui a importé pas mal d'idées de la culture du travail américaine en Europe, et donc c'est un entrepreneur qui est très motivant à écouter. C'est motivant à écouter. Moi, j'ai écouté beaucoup de son contenu, notamment si vous devez repeindre un appart en même temps que vous êtes en train de repeindre un appart, ça peut être une très bonne idée d'écouter du Oussama Hamar. Je vous garantis pas que c'est des choses que vous allez pouvoir appliquer directement dans votre travail, mais en tout cas c'est des choses, je trouve, ça motive, ça permet de se rebooster en tant qu'entrepreneur. Et donc Oussama Hamar récemment, il avait un peu surpris tout le monde. Il avait un peu surpris tout le monde en quittant The Family. Donc The Family, c'est la boîte qu'il avait créée, une boîte qui est un incubateur de start-up. Il avait surpris tout le monde en disant moi j'arrête le business 2.0, maintenant je me lance dans le business 3.0, et donc en gros ça veut dire maintenant je fais dans les NFT. Et ça avait déçu pas mal de monde. Et vous connaissez Antoine BM, Antoine BM que j'aime bien, qui est un créateur que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. Je l'ai déjà interviewé sur ma chaîne secondaire. Et il avait fait cette vidéo très drôle quand Oussama avait annoncé ça, qui quittait The Family pour se lancer dans les NFT. Vous avez raté la révolution Internet, ne ratez pas la révolution NFT. Mais c'est une connerie totale. Il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent avec la révolution Internet. Mec, tu voulais aider les entrepreneurs à créer un nouveau Facebook, tu te retrouves à vendre des vignettes Panini sur Instagram. Il s'est passé quoi, bordel? Je le trouve excellent. Je trouve ça très drôle. Si vous voulez avoir des nouvelles d'Oussama, je crois qu'il a lancé il a lancé un podcast avec un gars qui s'appelle, je crois, Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'était un entrepreneur un peu lifestyle, le type voiture, montre, regarde ma montre, j'ai réussi, etc. Mais il a créé un business qui a l'air un peu plus sérieux, et ils ont un podcast ensemble, ils vivent un peu tous les deux maintenant comme des flambeurs à Dubaï. Ils ont sorti 2 épisodes, je crois, de ce podcast. J'espère qu'ils vont en faire d'autres parce que c'est un podcast un peu décousu, ils partent dans tous les sens, mais en tout cas c'est toujours intéressant d'entendre Oussama. Alors donc, pourquoi est-ce que je vous parle d'Oussama? Parce que là, apparemment, The Family, il y a un petit peu du rififi à The Family, et je voudrais qu'on regarde ça ensemble. The Family, c'est une boîte que j'aime bien. J'aimais bien leurs événements, j'aimais bien suivre ce qu'ils faisaient, et donc récemment, j'ai voulu me renseigner un petit peu sur où c'en était, et je suis tombé là-dessus. Regardez, on va lire ça ensemble. Startup, l'incubateur français The Family dans la tourmente. Sa direction se retourne contre son fondateur, Oussama Hamar. Une crise après une autre. À Paris, l'incubateur de start-up The Family, devenu un véritable fonds d'investissement, est dans la tourmente. Ouais, c'est vrai que à la base, je crois que le business model de The Family, c'était de sélectionner des entrepreneurs qui avaient une idée de boîte qui pouvait marcher, et je pense qu'ils échangeaient une formation. Donc vous rentrez dans dans une espèce de classe d'entrepreneurs, on va vous donner de la formation, on va vous donner du réseau pour que vous puissiez trouver des investisseurs, et en échange, on prendra des parts de votre capital. Je pense que c'était ça, mais je pense que ça s'est, au fur et à mesure, ça s'est effectivement, comme ils le disent ici, développé dans un fonds d'investissement. Donc ça veut dire qu'ils avaient ils avaient acheté plein de parts de plein de boîtes, pas forcément des gens avec lesquels ils travaillaient directement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends. Vous me dites, si je dis des bêtises, les commentaires sont là pour ça. Ce week-end, son duo de tête, Alice Zaghiri et Nicolas Collin, ont révélé avoir porté plainte contre Oussama Hamar, cofondateur de la société à laquelle il démissionnait en novembre dernier. Ouais, alors Alice... Quand Oussama Hamar parlait d'Alice, à chaque fois il était hyper élogieux. J'ai regardé une fois ce qu'Alice faisait parce que je voulais voir un peu quel genre de personne c'était. Elle a fait un talk sur la culture d'entreprise et j'avais trouvé ça vraiment fumeux. Mais il faut pas il faut pas s'en tenir aux premières impressions. Je suis sûr qu'elle a beaucoup de qualités. Il faudrait que je suive un petit peu son actualité. Alors, Oussama Hamar, présumé innocent alors que l'action en justice ne remonte qu'au 23 mars dernier, aurait détourné 3 millions d'euros promis à des investisseurs pour le compte de The Family entre 2019 et 2020 pour un usage personnel. Alice Zaghiri et Collin dénoncent aujourd'hui le silence du cofondateur et son acte de trahison survenu pendant la crise sanitaire.
Comment imaginer que notre associé pourrait profiter de ce moment précis pour nuire aux intérêts de The Family et de tous ceux qui nous ont fait confiance? J'apprendrai plus tard, en discutant avec une spécialiste de la détection des fraudes, que c'est justement dans les crises qu'il y a passage à l'acte, facilité par le brouillard, écrivait Alice Zaguri dans un billet de blog. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise un vocabulaire très précis, comme passage à l'acte. Donc c'est voilà, en tout cas, ça veut dire qu'ils sont très remontés et qu'ils sont maintenant en mode bataille judiciaire. En novembre dernier, le départ d'Oussama Ammar de The Family avait été soudain et peu expliqué. La figure de l'incubateur, bien connu des médias et populaire sur YouTube, déclarait sur LinkedIn qu'il souhaitait se tourner vers le monde du web 3.0, crypto, NFT, etc. Mais selon les dires d'Alice Zaguri, le départ du cofondateur prendrait son origine dans une demande de la direction au mois de septembre 2021. Pour son manque de coopération dans l'affaire des 3 millions d'euros disparus, Oussama Ammar avait reçu une demande de démission, acceptée immédiatement par le visé. Pour appuyer son action en justice, The Family dit avoir fait appel à un médiateur, puis à plusieurs cabinets d'avocats, ainsi qu'à un cabinet d'audit indépendant, PwC. C'est ce dernier qui est censé poursuivre l'enquête dans les flux de trésorerie entre The Family et les différentes holdings d'Oussama Ammar. Putain, il a différentes holdings. Il pèse vraiment, en fait, le gars. Il pèse vraiment, mais putain, j'imagine être à sa place. Le gars quitte The Family, qui était le truc quand même pour lequel il était super connu, pour se lancer dans les NFT, et bim, c'est pile au moment où les NFT ça commence à se dégonfler complètement, où la bulle éclate. Ça doit être un petit peu chaud comme situation, mais voilà, on lui souhaite bien du courage parce qu'un entrepreneur, la qualité d'un entrepreneur se mesure au nombre de ses cicatrices. Avec de telles annonces, difficile de maintenir le cap chez l'incubateur parisien qui a accompagné plus de 800 startups depuis ses débuts en 2013. Alice Zaguri profitait pour déclarer que l'incubateur devenu fonds d'investissement possédait un portefeuille de 120 startups pour une participation totale estimée à 50 millions d'euros. C'est pas si énorme en fait quand on voit les fonds qui sont gérés par certains gros investisseurs. 50 millions d'euros, c'est pas si gros que ça finalement. En France, on est quand même assez rikiki niveau business. The Family a notamment pris des parts dans le capital de Hitch et de Payfit. En juin 2020, pour faire face à la crise, la société prenait la décision de fermer ses bureaux parisiens, berlinois et londoniens pour adopter un modèle essentiellement en ligne. À la distance, le mensonge est difficilement repérable, s'exprimait la cofondatrice dans son billet. Je pense à tous ceux qui ont commencé à entreprendre en écoutant pendant des heures les conférences de The Family, et en particulier celle de mon ancien associé. S'il a choisi de dérailler, cela le concerne lui et seulement lui. L'âme de The Family reste, elle, intacte, ajoutait-elle. Ouais, et donc c'est ça qui va être un petit peu chaud, c'est que The Family, enfin vous avez vu ma réaction là quand je comparais les talks de Alice Zaguri avec les talks de Oussama Ammar, ça va être leur problème quand on a une structure comme ça qui est attachée à une image, à l'image de quelqu'un qui est charismatique, qui parle beaucoup, qui parle régulièrement. Quand cette personne s'en va, ça va être difficile. Et donc des propos comme ça du type ouais mais vous inquiétez pas, il est parti, mais l'âme reste là. Elle se demande quand même si la boîte va pouvoir survivre en fait. C'est ça que ça veut dire ce propos. Et donc les leçons qu'on peut en tirer à ce stade, il me semble, c'est qu'il faut faire très attention quand vous montez un projet à plusieurs, à ne pas laisser une des personnes trop sur le devant de la scène. Parce que évidemment que dans une équipe, il y en aura certains qui vont être meilleurs pour, je sais pas moi, les relations avec les clients, des choses, il y en a qui vont être meilleurs pour l'opérationnel, pour la technique, pour je sais pas quoi, et il y en aura un qui sera peut-être plus à l'aise pour parler en public. Et c'est très important que le public voit toutes les têtes régulièrement, et que ceux qui sont plus timides, ceux qui parlent moins, fassent cet effort de se montrer régulièrement et de progresser dans la prise de parole en public, parce que sinon il se passe des situations comme ça où quand la tête de gondole s'en va, finalement la boîte n'a plus de visage. Sur LinkedIn, Oussama Ammar a pris le temps de répondre aux accusations du 23 mars dernier. Capital publiait son droit de réponse. L'entrepreneur essayait de temporiser en déclarant qu'il s'agit d'un différend légal entre associés sur fond de ressentiment personnel. C'est dommage de se déchirer ainsi, mais c'est classique, les entrepreneurs le savent bien. Alors, quand on entend ça, plutôt que de répondre aux accusations, il a tendance, on dirait, j'en sais rien, parce que je pense que cette affaire va durer un moment, à noyer un peu le poisson. Mais là où il a raison, c'est qu'il met les entrepreneurs au cœur de son message. Vous, le grand public, vous allez raconter des bêtises pour vendre du papier, mais les entrepreneurs connaissent très bien ce genre de situation. Et il a raison, en fait, de se focaliser sur son cœur de public.
Plutôt que du silence, il avançait pour sa part des heures de discussion depuis 2020. J'ai toujours répondu présent, ajoutait-il. Quant au sujet principal des 3 millions d'euros, il écrivait « Bien sûr, je souhaite que les investisseurs récupèrent leur mise, mais je ne veux plus jouer les boucs émissaires. D'ailleurs, mes avocats m'ont fait plusieurs propositions de règlement qui ont toutes été refusées par The Family. » Ouais, donc c'est assez mal parti cette affaire. Je voudrais qu'on lise ensemble le billet qu'a publié Oussama Ammar sur LinkedIn pour que vous voyez un petit peu comment il se défend dans cette histoire. J'ai reçu ce matin un mail d'un journaliste du magazine Capital qui me laisse quelques heures pour répondre aux accusations que mes anciens cofondateurs Nicolas Collin et Alice Zaguri porte contre moi. J'imagine la matinée, le téléphone sonne, il y a un journaliste qui nous dit « Ouais, vous êtes accusé de choses, etc. Est-ce que vous êtes prêt à vous défendre ?» C'est pour ça qu'il faut vraiment très régulièrement, je pense, avoir en tête toutes les choses qu'on pourrait nous reprocher, prendre régulièrement le temps de noter sur le papier toutes les choses qui nous permettraient de réfuter les pires attaques qu'on pourrait recevoir, parce qu'on peut un jour se retrouver dans ce genre de situation. Et c'est pas forcément des choses légales, vous voyez, il suffit que vous disiez quelque chose qui soit mal interprété, que vous alliez un petit peu trop loin dans vos propos et que ça déclenche une tempête de mousse sur Twitter, et ben c'est important d'être capable de vous défendre. Alors on va voir comment Oussama Ammar le fait. Si ce journaliste m'avait laissé plus qu'un dimanche pour répondre à un article qui me concerne, j'aurais pu lui dire que moi aussi j'ai des demandes contre The Family, notamment financières. À titre d'exemple, mes ex-cofondateurs ne m'ont attribué aucune participation pour les startups que j'ai moi-même amenées à The Family entre 2020 et 2021. Leur proposition de rachat de mes parts est scandaleusement basse. Je n'entends pas être le bouc émissaire de tous les problèmes de The Family, sinon j'aurais fondé une boîte tout seul. Ouais, donc là c'est un petit peu pareil, hein. Il a préparé des éléments de réponse, mais vous voyez que c'est des diversions. C'est pas, non, j'ai pas pris 3 millions d'euros, regardez, eux aussi, ils ont fait des choses à mon encontre. Et donc je pense que c'est encore un petit peu faible comme défense. Et de toute façon, c'est bien qu'ils prennent la parole et qu'ils mettent des choses sur la table, parce que c'est comme ça qu'on peut négocier, et de toute façon, un homme doit avoir le droit de se défendre. Il s'agit d'un différend légal entre associés sur fond de ressentiment personnel. C'est dommage de se déchirer ainsi, mais c'est classique. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il remet du contexte et il prend de la distance. Les entrepreneurs le savent bien. On essaie depuis 2020 de trouver une solution amiable, sans parvenir à un accord malgré de nombreuses heures de discussion. J'ai toujours répondu présent, mais je ne peux accepter n'importe quoi. Aujourd'hui, de nombreuses procédures sont lancées contre moi du fait d'investissements qui n'ont pas pu être menés à terme. Elles n'ont pas encore été discutées devant un juge de manière contradictoire. Bien sûr, je souhaite que les investisseurs récupèrent leur mise, mais je ne veux pas jouer les boucs émissaires. D'ailleurs, mes avocats ont fait plusieurs propositions de règlement qui ont toutes été refusées par The Family. Je doute que les investisseurs aient été informés de ces propositions. J'ai une équipe d'avocats solide et je suis à disposition de la justice pour établir les responsabilités collectives et individuelles. Ouais, donc ça va vraiment partir en guerre judiciaire. Peut-être que c'est déjà parti en combat judiciaire, hein, parce que là on parle de choses qui se sont passées fin mars. Cela prendra du temps et non, je ne vais pas rendre justice dans la presse ou dire du mal de qui que ce soit. Et donc là, pareil, il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur, lui, il n'est pas dans le ressentiment, lui, il veut être factuel. En attendant, je vais continuer à faire du contenu, des deals et créer de la valeur pour des milliers d'entrepreneurs, comme je l'ai fait à The Family pendant près de 10 ans. Et il a raison de terminer sur une note positive, et donc je pense qu'il a effectivement pas tellement communiqué sur cette affaire, qu'il a consacré plus son temps à communiquer sur sa nouvelle passion, à savoir les NFT, le Web 3.0. Et bon, bah c'est un peu triste finalement cette affaire, parce que The Family, ça incarne quand même l'espoir de pouvoir créer un terreau propice au business en France, et on se retrouve maintenant avec le fondateur de ça qui se déchire avec ses ex-associés et qui s'est orienté maintenant sur les NFT en vivant à Dubaï. Mais bon, il y a toujours du positif là-dedans, et le positif, c'est que moi, effectivement, les NFT, c'est pas du tout mon truc, mais c'est intéressant de voir un entrepreneur qui a réussi dans un domaine et qui va maintenant essayer de réussir dans un autre domaine, et il a la peau dure, donc là, il va se lancer dans un combat judiciaire, donc ça va pas être très amusant. Mais voilà, encore une fois, des moments difficiles, c'est un peu le lot de la carrière des entrepreneurs, et donc quand il y a des affaires comme ça, de gens qui se déchirent dans ce milieu, il faut essayer de les regarder avec bienveillance, surtout dans l'optique d'apprendre. Dans l'optique d'apprendre en se demandant, qu'est-ce que je peux en retirer pour ne pas me retrouver dans cette situation, et puis se dire qu'on pourrait être à leur place, regarder les ressources qu'ils mobilisent pour être capable de rebondir, pour être capable de calmer la situation, de la gérer, et j'espère en tout cas que The Family va se relancer d'une nouvelle manière, que Oussama va se lancer d'une nouvelle manière, et que ce faisant, en suivant cette affaire, nous allons développer des compétences précieuses. Voilà donc pour l'épisode
épisode pilote de ce nouveau format. Donc vous voyez, c'est à la cool, on boit un petit café, on commente des news dans le monde du business. N'hésitez pas à me dire s'il y a des news qui vous intéressent, que vous souhaiteriez que je commente. Prenez soin de vos connaissances, prenez soin de vos compétences, faites rentrer des thunes et faites-les fructifier. Et si ça vous dit de le faire sans payer de commission, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise pour mes investissements, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez soin de vous, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, et je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles news.